Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme toujours, on se retrouve ce dimanche pour un petit live. Un petit live, j'ai dit. Donc il devrait être petit, et pas autre chose, hein. Bon. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Je réponds à votre place. Ici, ça va. Nous, tout va bien. On travaille toujours sur le volume 5 d'Orion, voilà, qui avance. Il ne recule pas, c'est déjà pas mal. Voilà, donc j'espère que bientôt on pourra vous annoncer une bonne nouvelle. Je viens cette semaine de terminer une trilogie de jeux vidéo, ouais, je les ai enchaînés. Métro, voilà, c'est des jeux que je n'avais pas fait, pour des raisons complexes que je vous raconterai. J'ai eu un problème avec le premier, un problème technique, je ne pouvais pas le relancer, voilà. Je crois que j'en ai déjà parlé. Mais je ferai, dans la prochaine objection, je ferai une critique des trois. Puisque j'ai fait les trois d'affilée, je vais pouvoir faire une critique, on va dire, objective, et je pense assez précise, en fait, sur l'évolution de la licence. Cette année, il y a une rumeur comme quoi il y aura un quatrième qui arriverait. Alors c'est soit cette année, soit le début de l'année prochaine, mais manifestement le jeu est fini, donc je suppose qu'on l'aura cette année. Après, cette année est très chargée en jeux vidéo. Moi, à la place des éditeurs, à la place du producteur, je retarderai un peu la sortie, parce que cette année, elle est incroyable. Il y a entre Diablo 4, Remnant from the Ashes 2 qui arrive, il y a Baldur's Gate, le 3 qui va sortir. Enfin, cette année, elle est folle. Il y a beaucoup de choses bien qui sortent. Donc du coup c'est compliqué. Il y a aussi Starfield surtout voilà qui arrive. Moi à la place des gars, je me précipiterai pas. Donc je pense que le jeu est fini. Je suis pas certain qu'ils aient. Après ils ont les mecs qui font Metro manifestement ils sont très fiers de ce qu'ils font. C'est-à-dire ils font des jeux comme Metro Exodus le dernier, le troisième, il était très très élaboré. On sent qu'ils veulent vraiment faire des gros jeux, des jeux capables de conquérir la planète. C'est bien vendu hein, le troisième. Voilà, mais on en parlera parce que c'est intéressant. L'évolution, c'est vraiment une licence qui a beaucoup évolué, pas forcément combien. Mais il y a des trucs, techniquement il y a des trucs bien, mais c'est une licence qui au début, moi j'ai beaucoup aimé le premier, voilà, 2033. Je vais pas trop spoiler en fait mon avis là-dessus, mais si j'ai fait les trois, c'est que le premier m'a quand même beaucoup marqué. Et je me suis renseigné sur les livres, évidemment, parce que c'est issu de livres, hein. Métro 2033 à la base c'est un roman, puis il y a le 2034, 2035. Le 2034 c'est une espèce de spin-off en vérité. Je parle des romans, hein. Et le 2035 c'est Last Light, c'est-à-dire que manifestement c'est le deuxième bouquin. Ou alors Last Light, si je dis pas de bêtises, avec 2033 c'est tout le premier bouquin en fait. Et en vérité donc du coup je suppose que Exodus ça serait plutôt 2035, puisque 2034 l'histoire du bouquin, manifestement, c'est un spin-off. Bon. Et le premier m'a impressionné, en fait, ouais. Le tout premier Métro 2033. C'est-à-dire que ça, je peux vous dire au moins ça, vous pouvez faire ce jeu sans hésiter. Pour les autres, on en parlera, mais le premier Métro est assez incroyable. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Voilà. J'ai ressenti des trucs un peu à la Remnant from the Ashes, un peu à la Dark Souls. C'est des trucs qui font plaisir dans le jeu vidéo. Voilà. Pour résumer, j'ai tendance à dire que le premier Métro, Métro 2033, il a été réalisé par 10 génies. Et on a l'impression que Metro Exodus, il a été réalisé par son bras cassé. Mais son bras cassé, ça veut dire quand même qu'il y a 50 bras. Vous voyez? C'est pas rien. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Voilà, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. Mais j'en parlerai davantage dans la prochaine objection. Donc je vous disais comment allez-vous. Donc du coup je vais sur le chat. Je vais pas remonter au tout début parce que vous avez dû écrire plein de choses. Pas forcément des trucs brillants, hein. Donc c'est pas forcément important. Mais je vois qu'il y a une IB qui est là. Donc je dis bonjour à une IB. Il y a Paisible qui nous dit allô. On a Shadow qui est là, qui dit petit live, je te crois plus. Ah oui, c'est bien, tu as raison. Il faut que tu fasses pareil avec les politiciens. Et les stars en général. Les vedettes, les influenceurs. Faut arrêter de les croire, voilà. Donc c'est une bonne chose. Si tu me crois plus, c'est que tu fais un pas vers la bonne direction. Passinus nous dit Mandaire, oui c'est ça petit. Voilà, donc lui aussi manifestement il doute de ce que je dis. Ah, Son Goku Mario me dit on t'entend pas. Alors est-ce que c'est vrai? Manifestement il y a des gens qui ont réagi à ce que j'ai dit, donc vous m'entendez peut-être. Est-ce que vous m'entendez bien? Passinus dit 2 heures plus tard, ouais, voilà, c'est un résumé effectivement de ce qui risque d'arriver, mais je vais faire en sorte que non. Kenil me dit salut, donc salut Kenil. Paisible dit personne n'a confiance en Yannick et sa promet. Non, c'est une bonne chose. Hein. Moi, je vous forme dans ce sens-là. Moi, le jour où vous me direz
putain, les médias ils racontent que des bullshit, les sondages c'est n'importe quoi, les influenceurs nous prennent pour des cons, il y a des placements de produits, je sais pas moi, les pseudo-penseurs de YouTube c'est vraiment des tirs au flanc qui racontent que de la nouille. Les fact-checkers ils sont pas plus malins que les mythos. Le jour où vous me direz ça, je dirais ah, vous aurez compris que le monde est une vaste illusion et on sera d'accord. Et l'un d'entre vous, bon, un peu naïf, qui nous dira oui, mais quand même, on peut pas ne plus croire en rien. Je te dirais, bah, il y a des choses dans lesquelles tu peux croire, mais elles sont compliquées à croire. C'est-à-dire il faut les étudier. Par exemple, les sciences sont intéressantes. Ouais, tu peux croire dans les sciences, parce que les sciences, c'est des gens, ils en ont rien à foutre que tu les crois ou pas. Donc tu peux les croire. C'est-à-dire savoir s'il y a des atomes, savoir si la Terre est plate, savoir si comment ça fonctionne, je sais pas moi, au niveau universel, savoir si notre soleil ne tourne pas autour de notre soleil, comment ça fonctionne, tout ça. Ouais, là tu peux le croire parce que les mecs ils ont rien à gagner. Donc tu peux les croire eux. Mais en général, quand un gars ça lui rapporte quelque chose que tu le crois, faut pas trop le croire. Voilà. Ne croyez pas à Nouna par exemple. Ouais, je vous donne un indice. Parmi, il y en a beaucoup. Hein. Ne croyez pas à Macron, ne croyez pas à Chapa. C'est pas la peine. Vous pouvez jeter à 100% ce qu'ils racontent. Voilà. Voilà, les influenceurs qui ont beaucoup de succès aussi, attention. Ceux qui gagnent de l'argent, qui vendent des trucs, ce qu'on appelle les influx voleurs aussi. Zéro confiance hein, là-dedans. Et Naibi me dit on t'entend très bien, donc voilà. Ah, Son Goku Warrior d'ici on t'entend très bien, donc il a changé d'avis, vous voyez? En quelques secondes, j'ai fait changer d'avis un individu. Vous voyez la force psychique? Je sais pas si vous arrivez à le mesurer. Ouais, Shadow dit, mais on pense déjà tout ça en fait. Ouais, mais il suffit pas de le penser, Shadow. Il faut l'assumer. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a peur. C'est moi quand j'ai dit que les sondages c'était du pipeau, et j'insiste, hein, c'est du pipeau le sondage. Hein. On vous ment totalement. Hein. Les instituts de sondage, c'est des gens commandités. C'est-à-dire qu'on leur donne du pognon pour dire une chose. Et évidemment, ils vont pas dire le contraire de ce qu'on les paye des millions, les mecs. Pour dire un truc. C'est des politiciens qui les payent. Eh, est-ce qu'on m'aime? Si on m'aime, je vous paye des millions. Oui, oui, on vous aime. Voilà. En gros, hein, je vous résume le truc. Après, on vous montre, oui, regardez, on aime, tout le monde l'aime, tout le monde aime Macron. Les mecs ont été payés pour ça. Donc oui, évidemment que c'est du pipeau. C'est du pipeau à 1000%. Même pas 100, 1000%. Mais quand tu dis ça, il y a des gens les gens qui y croient, bah, ils disent, mais non, en fait, t'es un... Comment on dit maintenant, vous savez? Tu es... c'est plus qu'un mytho, là. Vous savez, il y a des gens qui sont installés, c'est leur métier maintenant. Leur but, c'est de dire... c'est d'essayer de démonter tout ce qui existe. Mais bon, souvent, ils vont trop loin, et là, c'est les conspirationnistes. Les conspirationnistes, ils mettent... Même la science, ils la croient pas. Même... Ils croient pas qu'il y a eu une bombe à Hiroshima, vous voyez. Ils croient pas que la Terre est ronde. Donc eux, ça va trop loin. Ça va trop loin. Vous pouvez douter des menteurs, mais vous pouvez pas douter de ceux qui n'ont rien à gagner de ce qu'ils vous disent. Et Macron, il a beaucoup à gagner. Et surtout, il est au travail. Je vous dis Macron, mais tous les politiciens. 99%. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, à part les gars qui ressemblent pas des politiciens, c'est-à-dire ceux qui viennent vraiment de la basse extraction, c'est-à-dire ceux qui sont comme Poutou ou Besancenot. Et encore pour l'instant, on leur donnait du pouvoir, c'est pas dit que ça leur tournerait pas l'esprit, quoi. Mais ceux qui sont tout petits, dont tout le monde se moque, évidemment, eux, ils ont rien à gagner. Ils savent ils se voient déjà perdants, quoi, les mecs. Les mecs qui font 0,7% aux élections, évidemment, ils attendent rien, quoi. Mais ceux qui savent déjà qu'ils ont gagné, comme Emmanuel Macron, etc., bah évidemment, eux, ils vont vous mentir. Puisqu'ils ils sont déjà gagnants. Ils savent que de toute façon, vous êtes obligé de les écouter. Voilà. C'est quand on peut être puni, quand on fait attention à ce qu'on fait. C'est comme ça que ça marche, le système. On a tous une punition au-dessus de nos têtes. Si on fait une bêtise dans la rue, on est puni, on va en prison. Et donc on fait attention à ce qu'on fait. Mais Macron, il agit impunément, donc il s'en moque. Pour l'instant. Effectivement, s'il se prend un pavé, ça va changer bien des choses. S'il se rend compte qu'il est mortel, en fait. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est Alexandre le Grand. S'il prend un pavé, il va dire ah, ça fait mal. Bon, maintenant je vais peut-être un peu plus respecter les gens en face de moi. Alors je lui souhaite pas, hein, je souhaite de mal à personne, attention. S'il prend un pavé, c'est pas ma faute. Moi, j'y suis pour rien. Non, mais ce que je dis, c'est que s'il prend un pavé, ça va changer des choses. Je dis pas de le faire, attention. Alors, si vous le faites, vous dites pas que c'est moi. Ouais, la théorie du complot, comme dit Shadow. Alors, Chemki nous dit, avec la fin des certifications Twitter, les gens qui vont se faire passer pour des influenceurs célèbres pour voler vont se multiplier. C'est vrai. Pire que les influx voleurs, ouais. Déjà que moi, entre les influx voleurs et les influenceurs, je fais pas trop le distinguo. Je vois pas trop une grande différence. Pour moi, c'est un peu comme la différence entre une secte et une religion, vous voyez. C'est que les influenceurs, c'est une religion, les influx voleurs, c'est une secte. En fait, les influx voleurs, c'est juste des influenceurs qui n'ont pas encore totalement réussi.
Mais vous avez des gros influenceurs qui sont des influ-voleurs. Par exemple, je vais vous dire un truc, moi les associations caritatives, j'y crois plus. C'est-à-dire, je crois aux petites, les gars dans leur coin, mais je crois pas aux grosses. Toutes les associations caritatives qui arrivent à réunir des millions, j'y crois pas un instant. Pour moi, c'est pas là ici, là quand une association caritative est énorme, l'argent, ce qu'elle gagne en fait, comment dire, ce qu'elle permet, c'est pas que l'argent en fait. Ce qu'elle permet va davantage profiter à des gens fortunés qu'à des gens qui ne le sont pas. Alors, je vais dire un truc qui va vous choquer, mais je suis convaincu que le Z-Event est plus utile à ceux qui l'organisent qu'à ceux qu'aux causes qu'ils défendent. C'est-à-dire que le Z-Event, je vois bien que les gens qui y participent sont de plus en plus puissants, mais j'ai pas l'impression que les mots qu'ils combattent régressent. Vous voyez, donc ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Il y a Aranumas qui dit vous avez une rage incroyable. Ouais, c'est la Guts Rage, c'est Berserk, tu vois. Je sais pas si on peut appeler ça une rage, parce que la rage c'est un peu décérébré, tu vois, c'est une colère. Tu vois, justement, c'est le Berserk. Le Berserk à la base, avant même le manga, hein, c'est quelque chose de nordique. C'est un gars c'est un viking en fait, qui va s'énerver, du coup ne plus ressentir la douleur et qui va terrasser son adversaire parce qu'il est devenu une bête. Donc je sais pas si on peut parler de rage. La rage, elle est pas maîtrisée, donc c'est pas le mot que j'utiliserais. Ouais. Mais il doit y avoir un peu de ça, oui. Clems nous dit les conspis devraient regarder Hiroshima, Mon amour de Alain René. Ouais, très beau film, effectivement. Mais pas que. Il devrait aller au Japon aussi. Il devrait aller visiter Hiroshima. Parce qu'il y a encore des traces. Hein. Et elles sont plus qu'évidentes. Il n'y a pas besoin de fouiller. Hein. Voilà, moi je me souviens il y a une école à Hiroshima. Et vous voyez à quoi ça ressemble les structures métalliques sur lesquelles jouent les enfants. Vous savez, un petit peu comme un Rubik's Cube qui serait évidé à l'intérieur. C'est juste des tiges en fait et ça fait comme un cube métallique. Il y en a un à Hiroshima, il est tout tordu. Comme si une main de géant, une main de titan, hein, parce que vous êtes fan de l'attaque des titans. C'est comme si une main de titan l'avait attrapé, l'avait serré. C'est la chaleur de l'explosion qui a provoqué ça. On dirait de l'art moderne, mais c'est dramatique en même temps. Voilà. Je dis ça, mais il faudrait pas que ça donne de mauvaises idées aux youtubeurs américains qui vont dans les forêts, vous savez, filmer les cadavres. Vous avez une forêt au Japon, c'est la forêt des suicidés. Les Japonais vont se suicider. Il y a un Américain très imbécile qui a été filmé des cadavres. Voilà. Je dirais pas son nom, enfin tout le monde le connaît. Mais détestable. Quand je vois que ce gars s'offre une carrière maintenant, voilà. Ça fait partie des monstres pour moi. Ça fait partie des gens, si j'avais un temps soit peu de pouvoir, je les éradiquerais. C'est des gens, je leur retirais tout leur pouvoir. C'est important de se rappeler d'où viennent les gens. Parce qu'après ils deviennent célèbres et on oublie ce qu'ils ont fait pour le devenir. Vous savez que par exemple, si on regarde l'histoire de la famille de Monaco, vous savez les princes à Monaco, etc. C'est-à-dire que c'est un petit peu berserk en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, les gars, c'est des mafieux. À la base, c'est des brigands. C'est des brigands qui ont pris le pouvoir. Et qui sont installés comme... Et en fait, le pouvoir, c'est toujours ça. Quand vous regardez à la base, vous vous rendez compte que... Vous savez, les mecs qui clament, un petit peu à la Harry Potter, vous savez, le sang pur. Les mecs qui clament, nous on est des nobles, vous n'avez pas le droit d'obtenir nos privilèges parce que vous n'êtes pas des nobles. C'est des mecs qui étaient vraiment rien du tout, quoi. C'est des gars qui ont volé, qui ont pris des choses. C'est des voleurs, c'est des brigands. Voilà. C'est comme ça qu'on obtient le pouvoir. Et après, quand on a le pouvoir, on veut pas que les autres nous le prennent. Donc on invente des trucs, voilà. Il y a des titres nobilaires. On fait en sorte qu'on crée une caste sans le dire, en fait. Ouais. Et c'est toujours comme ça. Et Misama dit le Z-Event c'est pour se donner une image, faut pas se mentir. Bah ouais, soit pour grandir ou redorer son blason. Je crois que c'est Bob Lennon qui l'avait dit ouvertement. Il avait dit bah ouais. C'est le Z-Event, t'y vas, tu ressors, t'es 10 fois plus célèbre. Hein. Parce que t'as toutes les communautés des autres Z-Eventers, je sais pas comment les appeler, les autres influenceurs, hein, c'est des influenceurs, qui vont te voir en fait. C'est-à-dire que l'idée c'est de réunir. En fait c'est comme si. En fait le Z-Event c'est un énorme stade dans lequel il y a toutes les communautés de toutes les personnes qui participent aux Z-Event qui sont dans ce stade. Donc tout le monde a envie d'être au centre, parce que là tout le monde te voit, du coup ça s'appelle du cross-community. Et là c'est le cross-community porté à son paroxysme. C'est-à-dire que les influenceurs d'aujourd'hui, ceux qui sont sur Twitch, sont pires que ceux qui étaient sur YouTube. C'est-à-dire que les jeunes sont encore plus dénués de morale que ceux qui étaient sur YouTube. Et déjà sur YouTube, moi je trouvais qu'ils étaient balèzes. Hein. niveau immoralité, c'était pas mal. Mais en fait la nouvelle génération elle est pire. Et ça veut dire que la suivante sera encore pire. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ça, ça va être drôle. Hein. Je sais pas quelle combine ils vont nous faire pour faire pire que le Z-Event. C'est-à-dire que la prochaine génération, elle passera encore pour plus héroïque, pour plus noble,
alors qu'elle le sera encore moins. Vous voyez le principe? Moi je dis, à un moment, il y a un influenceur qui se présentera en politique, vous verrez. Et il aura ses chances, hein, parce que tout le monde le mangera dans la main. Vu comment ça fonctionne, j'ai un influenceur, tu peux pas en dire du mal. Aujourd'hui, tu prends les grandes stars de l'influence, si tu en dis du mal, ça y est, t'es un traître. Hein. C'est un peu comme dire du mal de One Piece, ou dire du mal de Demon Slayer, ou... c'est-à-dire que les trucs qui fonctionnent, c'est comme des religions en fait. Quand quelque chose marche bien, il est impossible d'en dire du mal. Parce que les gens qui aiment ça considèrent que tu t'attaques à eux en fait. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais on en parlait un instant avec Anaïbi. Je lui disais que Daft Punk, c'était un groupe à qui on pouvait au moins reconnaître, qu'on aime ou n'aime pas, moi j'aime bien Daft Punk, mais on peut leur reconnaître un truc, c'est que ces mecs-là, on les aime seulement pour leur musique. Et c'est très rare. J'ai l'impression qu'ils font partie des rares, très 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 rares artistes. Ils doivent pas être nombreux hein, sur la planète. Hein. S'ils sont 10, c'est bien. Où on ne peut les aimer que pour leur musique. Parce qu'on ne sait rien d'eux en fait. On n'a pas vu leur visage, on ne connaît pas leur vie. Alors que tu prends un artiste, moi j'aime bien Orelsan aussi. Orelsan, il n'y a pas beaucoup de morceaux que j'aime bien de lui, mais c'est le seul rappeur qui a réussi à glisser 4 ou 5 morceaux dans ma playlist. C'est quand même balèze, hein, parce que moi le rap de base, je m'en fiche. Mais lui, voilà, je prends par exemple Suicide Social, j'aime beaucoup Suicide Social. Bon, je ferai une parenthèse plus tard sur Suicide Social parce que il était dans ma dernière objection. Et aimer Suicide Social, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça vous rapproche d'un personnage de fiction dans Watchmen qui s'appelle Rorschach. Parce que, en fait, Suicide Social, c'est ce qu'il y a dans la tête de Rorschach. Donc c'est compliqué. Si vous aimez Suicide Social, moi j'aime bien Suicide Social pour l'audace du truc en fait. Mais ce que ça raconte, je suis pas forcément d'accord, vous voyez. Mais je trouve que c'est audacieux d'avoir fait Suicide Social parce que c'est l'histoire d'un mec finalement qui n'aime rien et qui se tient une balle. Et je trouve ça génial en fait. Pour moi c'est une fiction et c'est une bonne fiction. Voilà, et j'aime bien Orelsan, mais moi j'aime bien sa musique en fait, j'aime bien ce qu'il fait. En fait Orelsan je le connais pas du tout, je sais pas qui il est. Et le problème des gens, le problème des fans, c'est que au début ils aiment la musique et après ils aiment l'individu. Mais c'est deux choses distinctes. Hein. La musique d'Orelsan c'est une chose, Orelsan ça pourrait être le pire des connards. Hein. Je le redis, il faut séparer l'œuvre de l'artiste, hein, je le dis tout le temps et je ne cesserai de le dire. Hein. Ne vous faites pas avoir par ceux qui vous disent le contraire. Hein. Et le problème c'est que les gens assimilent les deux. C'est-à-dire que les gens disent ah bah j'aime les morceaux d'Orelsan, du coup j'aime Orelsan. Mais vous savez pas qui c'est Orelsan. Et il y a des gens après c'est comme du people, c'est-à-dire qu'ils se renseignent sur Orelsan, c'est quoi sa vie, c'est quoi sa life, comment il a débuté, et ils finissent par l'aimer lui. Et c'est là où c'est compliqué. Non, ce que vous aimez c'est son œuvre, et vous avez découvert Orelsan parce que vous avez été touché par son œuvre. Mais attention, l'œuvre c'est une chose, l'auteur c'est autre chose. Et il y a des gens aujourd'hui qui continuent d'écouter Mylène Farmer par exemple, alors que Mylène Farmer ce qu'elle fait aujourd'hui c'est beaucoup moins bien que ce qu'elle faisait avant, mais simplement parce qu'ils se sont habitués à la personne. Et l'humain est compliqué en fait. Il n'est pas juste l'humain. Il est pas logique dans sa tête. Il aime des trucs juste par effet de ricochet. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué de parler de l'humain parce que l'humain, si on parle sérieusement de lui, il va pas aimer ce qu'on a à dire. Parce que l'humain en fait, il est pas très très brillant. Et je suis certain que c'est une espèce en voie de disparition. Parce que rien dans son comportement ne m'indique que c'est une voie qui va perdurer, que c'est une espèce qui va perdurer. C'est pas possible en fait. On est trop, ouais, on est sot quoi. On est sot. On est sot. On finira par s'entretuer pour rien, pour une bêtise, pour une broutille. Je sais pas comment on a pu survivre jusque là en fait. C'est un vrai mystère pour moi. Il y a Xamora qui dit qu'il faudrait plus dire qu'il y a très peu d'artistes connus qui ne se montrent pas. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que c'est très rare que quelqu'un ne profite pas. Moi, c'est une empathie. Moi, j'appellerais ça l'empathie physique. C'est-à-dire que c'est parce qu'on voit la personne, ça devient un peu comme un ami. Vous voyez. Les influenceurs utilisent beaucoup ça. Les influenceurs se montrent beaucoup. Ils vous font des sourires. Ils sont devant la caméra, ils se filment en gros plan. Ils font des petites blagues. Ils font un petit clin d'œil. Ils font hey, copain, copain. Et vous savez, même s'ils parlent de cinéma, les gars, vous savez, ils vous font un petit clin d'œil. Vous voyez, ils minaudent. Ils font les petits gars séduisants. Et ouais, ils jouent sur l'empathie physique. Daft Punk ne fait pas ça. Et donc là-dessus, moi je respecte quoi. Daft Punk, c'est vous aimez leur musique, vous les aimez pas. Et je trouve ça incroyable, les artistes qui font ça en fait. Ils sont très très rares. Du coup, bah ouais, gros respect Daft Punk. Ouais, gros respect, parce que je me rends compte que... Il y a Mosinor qui fait ça. Mosinor, on le voit jamais. Mosinor, on aime ses vidéos ou pas, mais lui, on connaît pas sa vie, et c'est bien ça, c'est génial. Jamki nous dit Rorschach, c'est un fasciste.
C'est compliqué le mot fasciste, attention. C'est comme le mot raciste. Les mots fascistes et racistes sont utilisés par des ignorants, alors fais attention. Je te préviens. Alors attends, je remonte parce que du coup c'est parti. Rorschach c'est un fasciste, même si sa volonté de ne pas faire de compromis au prix de sa vie est admirable, vraiment plein de nuances. Oui, il y a plein de nuances. Il est compliqué. En tout cas, Alan Moore, l'auteur, dit que c'est un mauvais personnage. Et que pour lui, c'est pas sain d'aimer Rorschach. Je pense que Alan Moore l'a écrit comme un... Effectivement, il a écrit, comme tu le dis, il a écrit comme un extrémiste, quoi. C'est un personnage radical. Et être radical, c'est pas une bonne chose. Mais dans son écriture, Moore nous l'a rendu, qu'il le veuille ou non, hein, il nous l'a rendu séduisant. Pourquoi? Parce que Rorschach, c'est pas il manigance pas Rorschach, contrairement à Ozymandias. Ozymandias, c'est quelqu'un qui va intriguer. Donc il se rapproche plus de Griffiths, par exemple, il se rapproche plus d'un politicien. Alors que Rorschach, c'est un esprit brut, primaire, c'est un esprit instinctif. Ce qui veut dire qu'il est comme un animal. Et les animaux ne font pas de mal pour faire du mal. Ils font du mal pour se protéger. Donc Rorschach, dans son écriture primaire, c'est-à-dire pas l'écriture d'Alan Moore, hein, c'est décrit comme un élément primaire, il nous est sympathique. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est honnête. C'est ça en fait. Il est sincère, Rorschach. Rorschach n'est pas là pour tromper les gens. Alors que Ozymandias trompe les gens pour de bonnes choses, pour de bonnes raisons, mais il trompe les gens. Et donc l'humanité, en général, préfère les individus simples, prime-sautiers, naïfs, instinctifs, comme Rorschach. Parce que Rorschach, en fait, c'est le chien, c'est le chat qu'on a chez nous. Vous voyez, c'est un animal. Plutôt que Ozymandias. Parce que Ozymandias, tu sais pas ce qui va arriver avec lui. Tu le comprends pas, Ozymandias. Il est intelligent, Ozymandias. Et humainement, on préfère les gens simples et sincères que les gens compliqués et intelligents. Voilà. Donc c'est malgré... désolé, Monsieur Moore, je vous admire. Mais malgré tout, vous avez rendu, malgré vous, vous avez fait de Rorschach un personnage sympathique. Et je peux comprendre que ça agace Alan Moore qu'on apprécie Rorschach parce que lui c'était pas son but. Mais en termes d'écriture, je suis désolé, Monsieur Moore, vous l'avez rendu très séduisant votre personnage. Il est très sympathique. Voilà. Il y a Shadow qui dit le Hooper on le voit. Eh ben non, encore un autre, c'est vrai effectivement. Le Hooper, on aime ses vidéos ou pas, mais lui on le connaît pas. Et c'est bien, c'est très très bien. Voilà, mais j'ai pas beaucoup d'exemples en fait, hein, de gens qui se montrent pas. C'est bien les gens qui se montrent pas. Ah si, il y a un youtubeur, c'est quoi son nom? Alt. Il me manque le chiffre. Je regarde pas trop ses vidéos, mais j'aime bien. De temps en temps, j'en vois une. Tous les 6 mois, j'en vois une. Et à chaque fois, je me dis, ouais, il fait du bon travail. Mais j'accroche pas trop, c'est bizarre. Je respecte beaucoup ce que fait le gars. Alt 232 ou 236, ouais, c'est ça, 236. Ouais, le mec, il travaille bien. Ou 234 plutôt. Non, c'est 234. On m'a mis 236, on m'a mis 232, c'est 234. Oui, ça doit être 234, c'est ça? Ouais. Voilà, encore un Mac qui se montre pas. Gros respect, Al 234. Et ce qu'il fait est carré. Voilà, j'ai rien à dire. Al 234, pour moi, lui, alors lui, voilà, lui là, pour moi, il a rien à faire sur YouTube. C'est un mec, il pourrait faire il pourrait travailler pour Arte, quoi. Ce qu'il fait est tout à fait carré. C'est pro. Voilà. Ah, on me dit 236 maintenant. D'accord. Mais moi, je crois que c'est 234, hein, il me semble. Le 234 me parle plus. J'ai bien, on n'est pas d'accord. Alors peut-être qu'il en existe plusieurs, hein. Il y a peut-être 234, 235, 236. Il y en a plusieurs en fait. Bah moi je crois que c'est le 234 dont je parle. Passanus nous dit c'est le symbole de l'infini. Bah voilà. Il a tout dit, ça doit être ça. Oui, lui, c'est intéressant ce qu'il fait. C'est un vrai travailleur, hein. Il est précis, il est carré. Ouais, j'aime bien Alt 234. Désolé Alt, j'ai du mal à... Désolé avec le chiffre, mais aussi quelle idée, enfin, voilà. Enfin, si c'est 2, 3, 4, t'es à moitié pardonné, parce que du coup, il y a quand même un truc un peu mnémotechnique pour retenir, donc ça passe. Mais le mec est carré. C'est-à-dire que pareil, voilà, tu l'aimes pour son écriture, pour son travail, lui, on le connaît pas. C'est très bien. On devrait faire il faudrait faire une collection. Il faudrait chercher tous les influenceurs qui ne se montrent pas. Et on devrait faire une collecte. Putain, je devrais faire ça. Faudrait que je regarde, c'est vrai que je débloque. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de chaîne en avant sur ma chaîne YouTube. Je devrais peut-être chercher tous ceux qui se montrent pas. Mettre les Daft Punk, s'ils ont une chaîne YouTube. Ouais, on me dit que c'est 236 maintenant. Bon, bah alors c'est peut-être Al 236 en fait. Alors Anomas me dit en fait ce que tu aimes bien, c'est ceux qui ont clairement différencié leur personne, créateur, Daft Punk, Stupéflip, Mosinor. Ah oui, Stupéflip,
Bien, merci Arnomas, tu fais bien de le citer, tout à fait. Et leur persona privé réel. Mais en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, à ceci près que moi je prends en considération le fait que, et pour moi c'est très important, que quand tu te montres, tu séduis le public. C'est-à-dire se montrer, en fait, c'est ça, hein, c'est physique. C'est-à-dire que quelque part, c'est ça l'influenceur. L'influenceur, il se montre. Un influenceur qui se montre pas, j'y crois pas. Un influenceur, il va devenir votre ami parce qu'il va se montrer physiquement. Donc en gros, c'est comme s'il était nu devant vous. Vous voyez, il y a une séduction presque sexuelle, hein, vraiment, pour moi. Il y a un truc, quoi, qui se passe. Ça devient votre ami, en fait, vous voyez. Il se montre, montrez pas de blanche, quoi. Il se montre et du coup, il entre chez vous. Et vous entrez chez lui. Et moi, j'aime bien ceux qui disent non. Il y a une distance en amitié, vous voyez. Il y a une distance en amitié, j'aime bien ça. Ceux qui mettent la distance en amitié, c'est ceux qui vous respectent, en fait. Et du coup, je trouve ça admirable, voilà. Paisible dit, et bien entendu, à Yenke, tu sors en tête de liste de ceux qui se cachent. C'est pas dit. C'est pas dit. Mosinor se cache vachement bien, et peut-être mieux que moi, je sais pas. J'ai pas réfléchi à ça, mais c'est pas dit, non. D'abord, j'aime pas être en tête, déjà. C'est un truc qui me plaît pas. Ça, c'est un coup à avoir des responsabilités. Et ensuite, je suis pas sûr. Ah oui, LTF4 cite aussi Monsieur Plouf, tout à fait. Monsieur Plouf, il se montre pas. Encore un autre, ouais. C'est très bien ce que fait Monsieur Plouf aussi. Bah, vous voyez, à chaque fois que quelqu'un ne se montre pas, il fait du bon travail. Peut-être qu'on peut en déduire que les gens qui bossent bien n'ont pas besoin de se montrer pour vous séduire, en fait. C'est-à-dire que les gens sérieux, les gens qui s'impliquent dans ce qu'ils font, les gens qui sont pas là pour faire... pour utiliser les recettes qui font que vous allez accrocher parce qu'il y a le montage qu'il faut, parce qu'il y a le petit sourire, il y a le petit cadrage, il y a la petite vanne. Peut-être que ceux qui justement sont honnêtes n'ont pas besoin de se montrer. Et effectivement, Monsieur Plouf est doué. Ouais. Alors Gorillaz, j'en ai très peu écouté, mais j'aime bien leurs clips. J'aime bien l'animation de leurs clips. Effectivement. Je sais plus le nom, c'est Youlette, c'est ça? Le dessinateur, qui fait de la BD Tank Girl, pour ceux qui l'ont lu. J'ai un peu lu, je suis pas fan non plus, mais c'est un bon graphiste. J'aime bien visuellement ce qu'il fait, j'aime bien ses personnages, ça m'évoque un petit peu Otomo, et du coup les clips sont géniaux. Une tier list, ouais, c'est exactement ça, la tier list des vidéomakers. Yamisama dit, moi je trouve la commu manga vraiment à la ramasse sur YouTube. C'est que des reviews, react, spoilers et tout va, que du fast food. Je peux pas trop en parler parce que j'ai besoin que des gens parlent d'Orion. Donc je peux pas trop te dire ce que j'en pense. Mais le fait de te dire que je peux pas te dire ce que j'en pense, je pense que tu sais ce que j'en pense. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai besoin d'eux pour Orion. Donc je veux, hélas, voilà, à cause d'Orion, je peux pas te dire ouvertement ce que vous savez que je pense. Alors Son Goku Warrior dit Beyoncé et Michael Jackson sont carrément différents en privé. Beyoncé est ultra gentille et mignonne en privé, et sur scène, elle est ultra agressive. C'est pareil avec De Funès. Si vous regardez les interviews de Funès en réalité, il est comme timide, il bredouille, il arrive même pas bien à parler, il se reprend plein de fois sur ce qu'il dit, il est trop bizarre, De Funès. Et quand on le voit sur scène, c'est incroyable, c'est un monstre, il débite, c'est un excellent comédien en fait. Il bute jamais sur ses phrases. Et dans le privé, quand il parle, il est hésitant, on dirait un vieillard. C'est très très bizarre. Et on le voit même ça l'agace, qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Ah, et De Funès, c'est un cas particulier. C'était vraiment un très bon comédien en fait. Parce qu'il est dans le privé, c'est une piètre, je le dirais comme ça. C'est une piètre personnalité. C'est quelqu'un de très effacé, de très maladroit dans le privé. Cherchez des interviews de Funès, vous allez être choqués. C'est un mec trop bizarre. Il a du mal à parler, il parle pas fort, on comprend pas bien ce qu'il dit. Il a même son élocution, elle est pas terrible. Et putain, dès qu'il est devant une caméra, bah, il explose. Incroyable. Il y a Passanus qui dit toi on a déjà vu ton dos. Mais plus ceux qui étaient à Paris pour le premier Japan Expo d'Orient pour le volume 1 ont vu plus que mon dos, ils m'ont vu, j'y étais en chair et en os. Hein. Voilà. J'ai même croisé, je vous le dis comme ça, il y a un vidéomaker qui est venu me voir. Ou deux peut-être. Voilà. Et je peux pas trop je peux pas trop en parler. Mais j'ai des vidéomakers qui sont venus me voir, des connus, hein, parce qu'ils savaient que c'était moi. Voilà. Tu sais, vous savez, quand je vous dis, il y a des mecs hyper connus qui me suivent. Bah, je vous le dis, c'est pas du mytho. Voilà. Il y a des mecs qui ont des grosses communautés qui manifestement ne trouvent pas ce que je fais ailleurs, en fait. Mon contenu, manifestement, est particulier. Et du coup, voilà, ils me suivent. Je pense que c'est la sincérité.
par exemple, je pense qu'il y a des gros influenceurs qui savent que personne ne dira du mal d'eux parce qu'ils sont gros, mais qui savent que moi, si j'ai un truc à dire, voilà, si j'ai envie de dire que les vidéos, par exemple, les courts-métrages de Cyprien, ils sont techniquement superbes. Il n'y a rien à dire, techniquement c'est superbe, ils sont super bien réalisés, mais par contre, ça raconte rien. Voilà, moi j'ose le dire. Voilà. Mais par contre, je vais pas taper sur Cyprien comme les gens le font en disant oui, c'est fini Cyprien, etc. C'est pas vrai. Le dernier qu'il a fait, je l'ai trouvé amusant. Celui sur les mangas, en gros, c'est la manga war, quoi, ou l'anime war. C'est les animés qui se mettent sur la gueule. Ouais, je l'ai trouvé amusant. Il est sympathique. Ouais, ouais. Voilà. C'est même en fait, je préfère quand il fait ça. C'est plus son truc, là, Cyprien. Je préfère quand il fait ça que quand il fait des courts-métrages. Mais c'est bizarre à dire, hein, comme quoi, Complex World. Je suis content quand il fait des courts-métrages parce que je me dis, bah, peut-être qu'il va évoluer et un jour, on aura un réalisateur français valable. Parce que, vu qu'il s'est mis, je crois qu'il bosse avec l'équipe qui faisait Le Visiteur du Futur. Et donc, manifestement, ils s'entendent bien. Et donc là, on a une espèce de petit studio, effectivement, qui pourrait probablement nous faire quelque chose d'intéressant. Mais moi, je l'avais déjà dit, le conseil que je donnerais à Cyprien, c'est d'adapter un bouquin ou d'adapter une BD qui existe déjà. Il faut qu'il prenne quelque chose qui existe déjà et qu'il en fasse autre chose, enfin qu'il en fasse une adaptation. Alors que Cyprien, c'est un petit peu comme, oui, ça va être flatteur pour lui ce que je vais dire. Hein. C'est un peu comme Del Toro, c'est un peu comme Robert Rodriguez, le pote de Tarantino. Del Toro, c'est le réal. Hein. Pour moi, c'est pas des réalisateurs, c'est des gens qui se trompent. C'est des artistes en fait. C'est-à-dire que Robert Rodriguez et Del Toro, c'est des art concepts, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que c'est les rois de la direction artistique. C'est des mecs, tu les mets dans ton film c'est plus le même. Mais par contre, quand ils essaient de raconter une histoire ou de réaliser, ils sont pas bons. Voilà. C'est les films de Robert Rodriguez, j'aime pas du tout. Les films de Del Toro, j'aime pas du tout. Par contre, je reconnais qu'ils sont super doués. C'est-à-dire que le labyrinthe de Pan, les créatures, les ambiances sont super. Mais le labyrinthe de Pan, pour moi, c'est un nanar, quoi. Le film, j'arrivais pas à le regarder tellement je le trouve gauche, complètement gauche. Et je parle pas de politique. Hein. Il y a Altef4 qui dit j'étais juste derrière Sleepy Hunger qui était cosplayé en value. Tu as toujours l'araignée avec le cordyceps d'ailleurs. Ouais, on l'a toujours. C'est marrant parce que du coup, bah, on s'est vu, mais je me souviens difficilement. Je me souviens un peu de Sleepy Hunger parce qu'elle avait une perruque. Et comme moi, j'ai souvenir d'avoir eu des amis qui faisaient du cosplay. Du coup, j'ai vu à quoi ça ressemblait. Que je sais le feeling d'un cosplay, je le reconnais. Donc, je revois ça, tout à fait. En fait, quand je vois quelqu'un qui est cosplayé, si tu voulais, j'arrive à compter les coutures. C'est un peu compliqué à expliquer. Je peux pas tout dire hein, là-dessus. Mais quand quelqu'un est cosplayé devant moi, je vois tout le travail qui est fait. Parce que c'est quelque chose qui, du fait d'avoir des amis qui ont fait ça pendant des années, c'est quelque chose que voilà, que je connais bien. Ouais, Jemki dit il est trop lisse, Cyprien. Ouais, c'est ça en fait. Il faut qu'il arrête. Je pense qu'il a peur. Il a peur de choquer ou de décevoir, mais il faut qu'il arrête. En fait, Cyprien deviendra Cyprien quand il acceptera de ne plus être Cyprien. Ouais, excusez-moi, mais pourtant c'est exactement ça. Parce que c'est son trademark en fait, c'est ça. C'est son étiquette. Il faut qu'il la brûle. Puis Cyprien, c'est quoi? C'est qu'un nom, tu vois. En plus, il n'y a rien dedans. Voilà quoi. Donc, il faut s'émanciper. Émanciprien. Mon Cyprien, émancipe-toi. Voilà. Vous avez vu, je fais un peu du rap. Putain, qu'est-ce que je viens de dire? Je m'en veux déjà. Ah, il y a une IB qui dit qu'elle a raté les chaussures sur Monde de Sleepy Hunger. Effectivement, je me souviens pas. Ouais, c'est vrai qu'on était coincé derrière la table. Je suis pas certain qu'on ait pu se pencher pour regarder les chaussures. Après, ça aurait fait chelou aussi. Hein. Pardon, mais il y a une cosplayeuse devant toi et tu sais, tu sors le truc pour regarder. Je sais pas. C'est un peu curieux. C'est particulier le cosplay en plus. Voilà. Alors je vois qu'il y a des gens qui prennent des abonnements. Donc tout à l'heure, je dirai vos noms. Je vous rappelle qu'à la fin, je lis les crédits. Donc toutes les personnes qui me soutiennent, je lirai vos noms à la fin. Ouais, je fais comme ça, moi. C'est pas pour pas faire comme les autres, c'est juste que je trouve que c'est plus logique. D'abord, je prends plus de temps pour chaque individu, c'est mieux. Et ça passe pas... parce que vous savez comment ils font les autres influenceurs? Ils sont en train de parler comme ça, ils font ah merci, trop de m'avoir suivi. Et hop, ils reprennent la conversation. C'est qui... Je suis désolé, en voulant... Alors ça, c'est intéressant, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que ils disent le nom de la personne qui leur a donné un sub pour respecter la personne, mais ils le disent à fond de cale
pour s'en débarrasser parce qu'ils sont en train de parler d'autre chose. Donc, les points de respect qu'ils ont versés, ils les reprennent à cause du traitement de l'information. C'est-à-dire qu'en le disant à fond de cale, comment dire, c'est pas qu'il le maltraite, mais en le disant vite, si vous voulez, il y a un manque de respect. Je vais le dire comme ça. Mais c'est-à-dire que il y a une déconsidération. Vous voyez, c'est quand vous dites un truc vite, c'est pour vous en débarrasser. Par exemple, vous parlez avec des gens intéressants, il y a quelqu'un qui dit un truc qui vous plaît, tu dis bon, toi ta gueule. Et vous reprenez votre conversation, vous voyez. C'est-à-dire que le mec, vous l'avez, vous l'avez kické. C'est-à-dire que vous lui parlez même pas. Et donc les gars qui vous parlent, un influenceur, il vous parle, enfin un influenceur ou un streamer, bref, il vous parle. Et il y a un mec qui s'appelle, mettons, Pascal23 qui lui donne un sub, il est en train de vous raconter un truc. Oh là là, le dernier film de... Merci Pascal23. Le dernier film de James Cameron, il est vraiment très bien. Vous avez vu le... C'est-à-dire qu'en gros, vous avez éjecté le truc, vous en êtes débarrassé. Donc, ils le disent pour dire merci, en fait, de m'avoir subé, mais dans la façon de le dire, ils s'en débarrassent. Ce qui est un manque de respect total. Moi, je suis désolé, moi je vous le dis, hein, je vais sur un stream d'un mec, je lui donne 2-3 euros. Le mec fait merci à Yenke, et il continue. Moi je me sens insulté. Ouais, vous dire, mais moi je suis sensible avec ces choses-là. Et ce qui est drôle, c'est que du coup c'est antinomique, ça se contredit. Ils disent le nom du gars, genre je respecte parce que le mec il a pris la peine de me mettre un sub, du coup pour le respecter, je lui dis merci. Mais ils le disent vite, ce qui est un manque de respect du gars, du coup ça annule. Voilà. Et je ne veux pas faire ça. Et vous verrez que ce que je viens de vous dire là, s'il y a des gens qui m'entendent, s'il y a des influenceurs qui m'entendent, s'il y a des streamers qui m'entendent, vous verrez qu'ils changeront leur façon de faire. Parce que c'est logique. Mais il faut y penser. Moi, c'est un peu mon job de penser à tout. Je dois penser à tous les détails comme ça. Et ça, c'est... Alors, du coup, c'est pire qu'un manque de respect parce que... Déjà, il y a le manque de respect du fait que vous vous êtes débarrassé du machin. Mais en plus, ça signifie que votre but, c'est pas tant de remercier le mec, mais c'est de faire comprendre, je l'ai déjà expliqué, c'est de faire comprendre à tous les autres que si jamais ils vous donnent de la thune, vous allez dire leur pseudo. Et c'est pour les inciter à donner de la thune. Et moi, je suis contre... Vous savez, l'incitation, je suis contre. Moi, je vous incite pas. Par contre, le respect, je vous le donne, mais je vous le donne à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin du live, il vous est entièrement dédié. Je lis le nom de toutes les personnes, effectivement. Et même de celles qui... Ce que les autres ne font pas. De celles qui m'ont suivi quand je n'étais pas en live. Parce que les chaînes Twitch... les chaînes sur nos chaînes de streaming, quand elles sont sur Twitch, quand on n'enregistre pas, quand on ne fait pas de stream, elles sont toujours sur Twitch, elles disparaissent pas. Et il y a des gens qui peuvent s'abonner. Et ces gars-là, personne n'en parle. Et c'est pas juste. Du coup, bah, moi, à la fin, je lis le nom de toutes les personnes qui se sont abonnées depuis la semaine dernière. Et donc, moi, en fait, je n'oublie personne. Il n'y a pas d'absent. Voilà. Je respecte tout le monde. Paisible nous dit, je n'ai pas souvenir du cosplay value, ça a dû être unique de voir son personnage en vrai. On a une photo chez nous. Je sais qu'on a immortalisé le moment. Voilà. Ça sera dans le hardbook Orion. Avec tous les... On fera une section, ça serait marrant ça. Une section fanfiction, où on mettra tous les plus beaux dessins et les cosplays. Donc faites des cosplays Orion, vous serez dans le hardbook. Acclem qui dit, je vis à Paris mais j'ai pas pu y aller. Ah, ça arrive. Bon, t'as rien raté, hein. Je devrais pas vous le dire ça, mais honnêtement les conventions, je suis pas pro convention en fait. Et puis je le redis comme ça, mais moi j'avoue que j'ai pas été, j'ai fait mon travail, j'ai pas embêté le personnel de Glénat, etc. Vous voyez, mais j'ai pas été hyper joyeux à ce que Glénat fasse payer pour que les gens puissent avoir une dédicace, parce qu'il fallait que les gens rachètent les bouquins pour les faire dédicacer, et je suis contre ça. Donc ça m'a pas plu du tout. Ouais, mais je pouvais pas, c'est compliqué. Je pouvais pas aller voir Glénat. Et, déjà que Glénat, croyez-moi, il me considère comme un mec particulier. C'est-à-dire que Glénat, quand il me parle, ils ont peur en fait. Parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il va... Genre, si jamais on le froisse, il va nous emmerder, voilà. Et je suis un peu le Alan Moore français, attention, hein, toute proportion gardée, je parle pas de talent. Hein. Je veux dire, en termes d'interaction avec mon éditeur, je suis un peu le Alan Moore français. C'est-à-dire que l'éditeur, quand il parle avec moi, il voit que j'ai les yeux levés au ciel parce que je sais que je parle avec un mec qui est là pour vendre et on ne peut pas s'entendre. Voilà. Et donc, le fait d'obliger les gens à acheter le bouquin pour le faire dédicacer, pour moi, c'est une trahison. Parce que vous m'avez soutenu, c'est-à-dire que quand j'ai sorti le premier volume d'Orion, je sais très bien que vous l'avez, beaucoup d'entre vous l'ont acheté. Et ont aimé, en plus ça m'a fait plaisir ça, parce que je pense que une partie d'entre vous l'a acheté peut-être parce que vous me connaissiez juste comme ça, mais manifestement vous avez aimé, donc ce qui est cool. Mais pour moi la récompense elle était là.
Et de savoir que certains d'entre vous sont venus à Paris et ont dû racheter le bouquin pour avoir une dédicace, pour moi c'est injuste. Voilà. Et je trouve ça, c'est pas une bonne méthode. Et je pense pas que Glénat soit méchant, hein, je sais pas ce que je dis, mais je pense ils sont un peu naïfs en fait. Ils sont un peu naïfs. Glénat ne réfléchit pas. Les gens de Glénat ne réfléchissent pas trop. Enfin, je dis Glénat, mais les éditeurs en général ne réfléchissent pas trop à ce qu'ils font. S'ils réfléchissaient à ce qu'ils faisaient, s'ils réfléchissaient à ce qu'ils font, ils seraient auteurs en fait. S'ils sont éditeurs, c'est pour une bonne raison. C'est que c'est pas des philosophes quoi. Ils sont pas là pour réfléchir au monde. Ils sont là pour appliquer des formules quoi. Ils font des écoles de commerce, et, ils font ce qu'on leur dit quoi. Voilà. Mais c'est une très mauvaise idée de faire payer un bouquin pour qu'il soit dédicacé. C'est pas juste. Voilà. Il y a d'autres façons de faire. Il y a Paisible, il aimerait faire Lupa. Bah, j'espère que tu es très grand. Parce qu'il est grand, hein, Lupa, attention. C'est une perche, Lupa. Hein. Je sais pas si vous l'avez bien capté, hein, mais Lupa, il est grand. Hein. Vraiment. Regardez bien les dessins, quand il est avec Value. Même si Value, en plus, est rapetissé parce qu'il est plus jeune. Je sais pas si vous l'avez capté, ça. Mais dans le flashback, quand Lupa est dans l'esprit de Value, dans le volume 3, le Value qui est à ce moment-là, c'est pas exactement Value. C'est un Value plus jeune. Et vous allez voir que Value est abonné à ce truc-là. Je peux pas en dire plus. Voilà, c'est que en fait, il y a plein de Value. Value, c'est le personnage qui a le plus de déclinaisons de lui-même à ce jour. Ouais, Inaibi dit je fais le tampon social, mais c'est exactement ça. Hein. Le mot est bien trouvé. C'est effectivement Inaibi, c'est la personne avec qui vous pouvez parler. Et moi, faut pas trop essayer. C'est compliqué. J'ai toujours cette anecdote d'un gars qui, on était à la Fnac, on dédicaçait à la Fnac. C'était à la Fnac de Montpellier. Peut-être la seule Fnac, c'est le seul endroit peut-être si on m'y invite, j'y retournerai. Voilà, si vous êtes près de Montpellier, de temps en temps, enfin, ça me dérangerait pas si cette année la Fnac nous invite à Montpellier. Je retournerai sans doute dédicacé à Montpellier. À la Fnac de Montpellier, j'ai de bons souvenirs. Et donc moi je me mets un peu en retrait, vous voyez. Je pousse ma chaise pour être un petit peu derrière NIB en vérité déjà. Et à un moment il y a un gars, il est venu et il m'a offert, c'est pas des blagues, hein, il m'a offert, il est peut-être parmi vous d'ailleurs, je le remercie. Anecdote réelle, il m'a offert un jeu électronique. Et pas n'importe quel jeu électronique, pas un truc, vous savez, les jeux électroniques qui sont aujourd'hui modernes, les espèces de Zelda ou de Mario qui sont des faux jeux électroniques. Non, il m'a offert un vrai Game & Watch de l'époque Nintendo. Il m'a offert le Mario Bros, celui avec Luigi, je crois que c'est Mario Luigi, un nom comme ça, ou c'est Mario Bros tout court. Donc c'est un double écran, mais horizontal, parce que la plupart des doubles écrans de Nintendo sont verticaux, c'est-à-dire que ça s'ouvre, mais ça s'ouvre en hauteur. C'est-à-dire que vous avez un écran au-dessus de l'autre, comme la DS, vous voyez. Et lui, il m'en a offert un qui est assez insolite. Et il y en a quelques-uns comme ça, je crois, mais ils sont assez rares. Il s'ouvre comme un livre, vous voyez. Vous avez deux écrans côte à côte, à gauche et à droite. Et j'ai refusé. D'abord, c'est un beau cadeau. Vraiment, pour moi, c'est un très très beau cadeau. Je lui dis non, quoi. Je lui dis attends. Donc déjà, un mec qui refuse un cadeau, c'est bizarre, vous voyez. J'ai réfléchi après. Sur le coup, j'ai agi comme ça, quoi. Et j'ai dit non, attends. Et Naibi, elle a capté que le mec, ça lui faisait vraiment plaisir, en fait, de m'offrir ça. Et elle lui a dit, mais elle a dit, bah moi je le prends. Enfin, en gros, c'était un truc comme ça. Elle a dit, bah écoute, si tu le prends pas, moi je le prends. Donc je me suis senti un peu obligé. Et j'ai trouvé comme parade pour l'accepter de faire le gars, vous savez, dans Akira, dans la version française, à un moment, je vous fais une parenthèse, il y a Kaneda, il aide Kei, qui est l'héroïne, enfin c'est la protagoniste féminine principale de l'histoire, il l'aide à s'échapper d'un commissariat, et ensuite il essaie de la draguer, et elle, lui, évidemment, pour elle, c'est un gamin, quoi, Kaneda, et dans la version française, quand elle lui fait la gueule, elle se casse, il lui dit, toi t'es du genre à faire la gueule quand on te fait un cadeau, voilà. et c'est un peu ça. Je viens d'avoir un cadeau et comme ça va un peu contre mes valeurs d'accepter comme ça des trucs. Vous savez que même sur Steam, certains d'entre vous m'ont offert des jeux, j'avais du mal au début. Hein. Au début, j'annulais. Et c'est Naibi, elle m'a dit mais non, les gens ça leur fait plaisir, faut accepter. Et donc j'accepte, mais je suis pas bien quoi. Très vite, j'essaie de trouver le. C'est pas facile sur Steam. Quand je reçois un cadeau, pour joindre le gars, c'est pas simple. Donc je fouille pour trouver le pseudo du mec et lui dire merci au moins pour lui montrer que je fais l'effort d'aller. Voilà, parce que je trouve que c'est incroyable, quoi. Et donc ce gars-là m'offre ce truc. Et donc je lui dis, tu sais ce que tu es en train de faire là? En me filant ton jeu électronique, tu vas m'obliger à en acheter d'autres. Parce que je pourrais pas le garder seul, quoi. Parce que là, tu viens d'ouvrir une porte, en fait. Donc lui, ça le faisait rire. Mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai une vitrine chez moi. Une seule vitrine dans ma pièce. Et Naibi en a une aussi.
Et dans ma vitrine, j'ai tout un étage, c'est que des jeux électroniques. Voilà. Et ils sont, genre, ils se touchent, quoi. Et là, récemment, en fait, j'avais des souvenirs de jeux électroniques, et j'ai un peu de culture, en fait, dans le jeu électronique. Pas que le Game & Watch, en fait, j'aime bien les jeux électroniques. Et en fait, quand il m'a offert son jeu électronique, j'ai écrit une liste de tous les jeux électroniques dont je me souvenais, un jour que je rêvais d'avoir, et de tous les jeux électroniques atypiques, dont le jeu avait quelque chose de particulier que j'ai vu nulle part ailleurs. Et je m'étais dit, bah un jour je les récupérerai. Et je les ai tous récupérés. Voilà. Coup de chance, c'était pas les plus chers. Même si aujourd'hui certains doivent coûter plus cher que ce que je les ai payés. Mais en tout cas, je les ai eu au bon moment, c'est-à-dire où c'était encore acceptable. Et je suis content, voilà, ouais. Du coup, j'ai les jeux électroniques. Alors, chaque jeu électronique a une histoire. Voilà. Il y en a certains, je les ai pour des licences. J'ai le jeu électronique Patlabor, par exemple. Voilà. J'ai 2 jeux électroniques Cobra. Voilà. Donc il y a des licences, c'est assez marrant. Et puis il y en a vraiment qui ont des concepts assez chelous. J'ai un jeu électronique qui a 3 écrans. Mais c'est compliqué, il n'a pas vraiment 3 écrans en fait. Il a 2 écrans, mais il y en a un qui se met à l'envers. C'est très très bizarre. En fait, c'est en ouvrant, on regarde de l'autre côté. Et donc Bandai le vendait, c'est marqué le tri-screen. Et tous mes jeux électroniques sont, non quasiment tous, sont en version japonaise. Mais il y en a un, il n'existe pas au Japon, je crois. J'ai la version occidentale parce que j'en ai 2 ou 3. Elles n'existent pas au Japon. C'est des jeux occidentaux. J'ai un Donjons et Dragons, qui est le jeu officiel de TSR, quoi. Et et il est très intéressant. C'est un tout petit écran qui doit faire, sans vous mentir, 2 cm sur 3. Et il est drôlement intéressant parce que c'est un petit écran qui en fait vous offre, c'est un petit écran qui vous offre une grande aire de jeu. Parce qu'ils ont eu la bonne idée d'indiquer les positions, c'est-à-dire que c'est un peu, vous avez je sais pas moi, un A et un 2. Vous êtes dans une salle et elle s'appelle A2. Bah, ça signifie que si vous descendez, vous allez aller dans B2. Si vous allez à droite, vous allez aller dans A3. Vous voyez? Et donc ça va jusqu'à 5, 6, 7 ou un truc comme ça. Ce qui fait que vous êtes même si vous avez un petit écran, vous pouvez imaginer en fait que vous avez tout un vaste espace, enfin vaste. Vous avez un grand espace à visiter. Ce qui est très malin en fait. Il y a des combines pour essayer de sortir des écrans en fait. Vous voyez, pour le dire simplement. Et donc ça, c'est une très bonne combine. Voilà. Yimisama nous dit: je suis à Nîmes, mais là je suis à Aix pour les études. Ok. Aix comme le manga. Jeu de mots des années 80-90. Mais bon, là ça marche plus. Oui. Il y a aussi le groupe de rock, mais c'est encore pire. Personne ne s'en rappelle. Ex-Japan. Oui, il y a un manga qui s'appelait X, c'était un manga de Clamp. Donc du coup, bah, le jeu de mots marchait avant, il marche plus aujourd'hui, c'est comme ça. Altef4 qui dit: désolé, t'auras mis mal à l'aise avec les mécanismes coupables. Ah, ce serait toi qui me l'avais offert? Ce serait marrant. Bah, c'est pas que j'étais mal à l'aise, c'est juste que c'est pas, ça me met pas mal à l'aise, c'est que mes réactions ne sont pas normales en fait. J'ai des réactions, mes réactions sociales sont pas logiques, je sais pas comment vous le dire. Vous savez, si par exemple je vais chercher du courrier dans ce que je ne fais jamais, dans ma boîte à lettres, si je croise ma voisine qui me dit bonjour, il y a de fortes chances que je lui dise pas bonjour. Je vais dire un truc, je vais dire un truc con. Et après je rentrerai chez moi, je dis: ah, mais pourquoi j'ai dit ça? Voilà. C'est quand je parle, j'arrive pas à, je sais pas comment dire, j'arrive pas à être là en fait. J'arrive pas à être à ce que je fais. Je suis décalé. C'est très bizarre. Yas dit: ta collection doit être infinie. Non, elle est pas énorme. Je dois avoir. Attendez, je me tourne là pour regarder. Allez, j'en ai quoi? Une grosse dizaine, je pense. Un peu plus. Moins de 20, je pense. Entre 10 et 20, je dois avoir. C'est pas énorme, hein. Je suis pas un collectionneur. Je suis pas quelqu'un qui veut tout. Par exemple, j'ai des jeux sur Super Famicom, j'ai que... Il y a des jeux où il existe 3 épisodes, bah, j'en ai qu'un, quoi. J'en changeais le 2 parce que c'est mon préféré. Street Fighter, j'ai que le turbo, parce que c'est mon préféré. Vous voyez, voilà. Je suis pas un collectionneur, je prends juste ce que j'aime. Et Naibi dit 20. Bah, il me semble... Je peux me lever. Il est compté, mais... Ah, je peux le faire, oui. Je me lève. Vous voyez ce que vous me faites faire à mon grand âge avancé. Ah, là, si je canne, si j'ai une crise cardiaque, c'est votre faute. Ah, mais attendez, je sais pas si le fil du casque sera assez long. Non, attendez, de là, est-ce que je les vois? Je vais essayer de les compter de loin. Attendez, parce que là, je suis limité par la longueur du fil, je peux pas y aller. Alors, attendez. 1, 2, c'est compliqué, hein, parce qu'ils sont loin.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai l'impression qu'il y en a 13. Et il y a une Game Boy Light avec, que je compte pas. Donc vous voyez, j'en ai un peu plus de 10, c'est tout. Voilà. Et il y en a pas d'autres qui me font envie. Il y en a certains, s'ils étaient pas chers peut-être, je les prendrais. Mais vraiment, il faudrait qu'ils soient pas chers. Il y en a un ou deux qui sont trop gros. Il y en a un, je le trouve intéressant parce que dans les jeux électroniques, il y a rarement ce que je vais appeler de la gestion d'items dynamique. C'est-à-dire que dans les jeux électroniques, en général, vous êtes limité à votre personnage. C'est-à-dire que c'est l'objet, ce que vous déplacez, c'est votre personnage. Et votre personnage s'il a une arme, elle est collée à lui, quoi. Elle va pas se détacher de lui. Et j'ai un jeu comme ça, qui est très très bien, où on a ce qu'on appelle un piolet. On a une espèce de petite pioche en fait. Et le personnage peut la jeter. Il la lance. Et cette pioche peut se coincer dans un mur. Et on peut, il y a une espèce on va dire que c'est un peu labyrinthique, un peu à la Pac-Man, mais pas vraiment. Quand on est dans des grottes en fait. C'est un jeu qui m'a marqué. J'ai eu la chance de l'avoir quand j'étais gamin, on me l'a offert. Et j'étais marqué par ce jeu. Et encore aujourd'hui, j'ai pas vu d'équivalent. C'est le jeu où la gestion d'armes est la plus élaborée qui soit. Et donc on a une petite pioche. Déjà on peut se battre avec, on peut donner des coups, on peut la lancer. Donc on peut tuer un ennemi de loin. Et elle peut se bloquer contre un mur. Donc du coup il faut aller la chercher pour la récupérer. Donc l'item a une vraie, j'aimerais dire, il est codé quoi. Il a une vraie vie l'item. Et je crois que c'est le jeu électronique le plus élaboré dans la gestion dynamique d'un item. Et il y a un jeu qui est pas vraiment, c'est pas du cristal liquide. C'est-à-dire que c'est un jeu, c'est des diodes en fait. C'est un jeu où on peut y jouer dans le noir. À l'époque, vous aviez des jeux qui étaient des jeux électroniques comme ceux de Nintendo, vous savez, les Game & Watch. Mais je crois que Nintendo en a fait aussi. Vous aviez ensuite des jeux qui ressemblaient à des mini-bornes d'arcade. Et c'était des jeux éclairés en fait. C'était des diodes en fait. Et c'était des jeux souvent en couleur. Et vous pouviez jouer dans le noir. J'en ai un comme ça d'ailleurs. Parmi les 13 que j'ai comptés, j'en ai un qui a toute une histoire d'ailleurs. Qui est très intéressant. Dont j'ai la boîte japonaise, ce qui est assez marrant. Et c'est pareil, c'est un jeu que j'ai eu quand j'étais enfant. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce jeu. C'est un jeu qui a une importance, pour moi, dans la pop culture, il est très important parce que c'est un jeu dont on entend le son de ce jeu dans Blade Runner. C'est-à-dire que Moroder a utilisé ce jeu et il l'a mis en fond d'une des musiques. Et quand on écoute la musique, derrière on entend des bip bip et c'est le son de ce jeu. C'est comme si quelqu'un était en train de jouer à ce jeu. C'est une musique triste en plus, pendant la musique de Blade Runner. Voilà, j'avais fait des recherches. Et il en parle de ce jeu, du coup, Moroder. Et il dit le nom, il dit ouais, c'est tel jeu, etc. Et c'est ce jeu. Donc il a une histoire très particulière pour moi. Et c'est un jeu, je me suis retrouvé mes parents m'ont envoyé pour des raisons de santé. Je suis parti à un moment, pendant 2 mois, loin de chez moi. Et j'ai mon meilleur ami, c'était ce jeu. Voilà. Et je jouais qu'avec lui. Voilà. Donc j'ai une histoire particulière avec ce jeu, que je suis content d'avoir. Et je savais pas du tout, quand j'étais gamin, je savais pas que c'était un jeu japonais, je connaissais rien quoi. Quand on est gamin, on se pose pas des questions sur la provenance des choses. On regarde Goldorak, on sait même pas si c'est américain, français, voilà. Moi quand je regardais Goldorak, j'avais pas 5 ans quoi. Et voilà, donc ouais, je sais plus ce que je disais. Et donc oui, il y a un jeu qui m'intéresserait presque, mais qui est un peu trop gros. Parce que ouais, c'est un jeu. Et c'est un jeu qui est pour moi possiblement un déclic de Wonder Boy. Parce qu'on joue un petit homme des cavernes, et il jette une hache comme Wonder Boy. Et c'est pareil, il y a la hache, je crois qu'elle peut se bloquer, on peut aller la chercher. Donc là aussi, il y a une gestion d'item, et c'est le seul que j'ai vu dans le genre. C'est très rare de voir ça. Un qui est marquant, c'est le Zelda de Nintendo. Le vieux jeu Zelda de Nintendo. Il est troublant parce que là encore, on sent la volonté de sortir de l'écran. Parce qu'il est... En gros, on a Link sur l'écran du bas qui est sur une ligne et qui tue des ennemis. Et en fait, il récupère des objets qui le font... En fait, je sais pas comment le dire, c'est un peu compliqué. Il tue des ennemis et au bout d'un moment, on doit faire un choix. En gros, il monte dans une tour. C'est-à-dire qu'il y a, une fois qu'il a tué, mettons 10 ennemis, il y a un escalier qui apparaît, il prend l'escalier, et on vous dit, est-ce que vous voulez aller à droite ou à gauche? Et en fait, l'écran va s'effacer, et ce qui va s'afficher, ça va être à peu près le même écran, ça va rien changer, sauf que, en gros, on considère que vous montez dans une tour. Voilà. Donc l'écran est le même, mais vous prenez un escalier, et en vérité, ce que ça change, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vous trouver, vous allez devoir affronter un boss. Et ce boss, il est en haut, sur l'écran du haut, il y a un tout petit carré qui lui est dédié, et c'est un dragon en fait. Et tout ce qu'on peut faire, c'est éviter ses tirs. Et
le jeu contre le dragon ressemble à un jeu de montre. À une époque, on avait des jeux électroniques dans les montres, qui étaient donc des jeux électroniques réduits à leur plus simple expression. Et donc vous affrontez ce dragon, simplement vous pouvez juste vous déplacer, en gros vous avez droite, gauche, vous avez voilà, 3 positions, et vous avez les flammes du dragon qui ont une direction, et il faut éviter les flammes, donc c'est pas facile, parce que vous êtes collé au dragon en fait, ça va très vite. Et donc vous avez un combat de boss. Et ce qui est intéressant, c'est que Link peut ramasser une épée en chemin, s'il l'a pas face au dragon, du coup il est mort d'office, il y a un truc comme ça. Et donc il y a une tentative en fait, dans un simple jeu électronique, de faire plus qu'un jeu électronique, et je trouve ça admirable, voilà, les jeux qui ont tenté de faire ça. Voilà, par exemple, Bandai avait trouvé une combine. Bandai il faisait des écrans, de nouveaux écrans qui remplaçaient le premier écran. Vous aviez des jeux solaires de chez Bandai que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les jeux solaires de Bandai. On parle beaucoup des Game Watch de Nintendo et je trouve qu'on parle pas assez des jeux solaires de Bandai qui étaient vraiment merveilleux. Et Bandai, alors déjà c'était des jeux solaires, il n'y avait pas besoin de piles. Donc vous ouvriez le jeu et boum, avec le soleil vous pouviez jouer. Et ce qui était marrant, c'est que vous finissiez le niveau, mettons vous étiez dans un cimetière, il y a des zombies qui viennent vers vous, vous devez tuer des zombies, vous voyez, donc c'est très simple, hein. C'est juste des petits zombies qui viennent, et une fois que vous avez tué, l'écran s'efface, et vous avez un nouvel écran, vous êtes à l'intérieur du château. Et c'est vraiment un écran très différent. Et je suppose qu'en fait, il y a 2 écrans superposés. Je suppose qu'il y a un écran qui s'efface, et vous voyez l'écran du dessous, en fait, c'est ça l'idée, je pense, voilà. En tout cas, c'était malin de la part de Bandai. Du coup, c'était des jeux électroniques avec un seul écran, mais en réalité, il y avait plusieurs écrans dans un écran. Ça a été rare de voir ça. Et c'était une prouesse qui a poussé en fait le jeu électronique à aller plus loin. Voilà, et j'aime beaucoup ça. Voilà. C'est qu'en gros, un jeu électronique, vous avez un petit carré de, on va dire, de 5 cm sur 5 cm. Comment trouver des idées pour échapper à cette limitation. Voilà. Ah, on me dit qu'il est 12h55, donc je vais pas tarder à vous laisser, effectivement. Merci Shadow. Qui fait l'horloge parlante, comme on disait dans les années 90. À l'époque, dans les années 90, en 80 même, on appelait, même avant. Vous aviez un numéro de téléphone, c'était pour mettre, je sais pas si ça existe encore, pour mettre vos horloges à l'heure, vos montres à l'heure. Vous appeliez, vous aviez une voix comme ça, qui disait l'heure. Voilà, on appelait ça l'horloge parlante. Il est 8h. Au 3e top, il sera 8h01. Voilà. Aujourd'hui, on a Internet. Donc tout ça, c'est terminé. Il y a Brondal qui dit « Je me rappelle bien de cette époque où il y avait des dizaines de jeux électroniques en magasin. » Tu m'as pas confirmé, AltF4, ou alors je l'ai pas vu passer. Si c'était toi qui m'avais offert... Parce que je serais curieux de retrouver le gars qui m'avait offert le jeu. Ouais, comme dit Scorpio, la contrainte pousse à la créativité et aux idées, absolument. Et il n'y a pas plus de contrainte que de devoir dessiner une histoire en noir et blanc, en petit. Voilà. Donc les mangas sont bien pour ça. C'est que c'est du papier, c'est tout petit, vous avez juste du noir et blanc, et avec ça il faut créer un univers des personnages, et faire croire aux gens que ces personnages sont vivants. Et ouais, moi aussi ça me passionne ça. En fait j'aime bien le minimalisme dans la création. Voilà. D'ailleurs c'est marrant parce que ça, on retombe sur... vous voyez, on a fait la boucle est bouclée. On retombe sur Metro, et Metro c'est un peu ça. Je trouve que le premier Metro, c'est un jeu, on sent qu'ils n'ont pas de moyens, mais ils ont des idées. On sent que... ils n'ont pas une grosse équipe, mais encore une fois, ils ont de l'inventivité. Et puis on sent que le jeu, c'est une fausse adaptation du bouquin en fait, parce qu'il parle très peu le jeu en fait. Et bien, du coup, c'est le joueur qui invente des trucs, c'est mieux. Voilà. Et à contrario, Exodus, le 3e, bah là, il y a des moyens. Et là, du coup, il raconte des trucs. Et sans spoiler, j'avoue que quand la licence Metro nous raconte des choses, je regrette. J'aimerais qu'elle arrête de nous raconter. J'aimerais qu'elle se taise. Voilà. Par contre, dès qu'elle se tait, c'est génial. Et des moments où, heureusement, où ça raconte rien, dans Exodus, il y en a plein. Du coup, voilà. Mais j'en parlerai dans ma prochaine objection. Donc, il est 13h. Je vais aller lire le staff. Et puis après, je lancerai les dés pour avoir la petite phrase du jour. Alors, je me lève. Alors, c'est bien parce que du coup, par contre, là, je ne suis pas limité en distance à cause du fil de mon casque, parce que il se trouve que mon ordinateur se trouve derrière mon écran. Donc du coup je fais un mouvement rotatif, je tourne autour du câble, donc ça marche, ça passe. Alors déjà il faut que je revienne à la semaine dernière, il y a 7 jours. Voilà, donc je regarde le dernier qui m'a suivi il y a 7 jours, qui s'appelle Bucky 1401, donc encore merci à lui. Et je commence à lire après lui, donc. Alors avant-hier, il y a quelqu'un qui est passé sur ma chaîne et qui m'a suivi, alors que je faisais pas de live, hein, qui s'appelle Zef sur Twitch. Donc merci à toi Zef.
Il y a 15 heures, donc on n'était pas en live encore une fois, il y a Shadow Trooper 26 qui m'a suivi, donc merci à lui, merci Shadow Trooper 26. Il y a 12 heures, il y a Gritterlou qui m'a suivi. Et Gritterlou, ce nom me parle, donc c'est aussi quelqu'un je crois qui me suit sur Patreon, Gritterlou. Donc merci doublement Gritterlou, parce qu'effectivement Gritterlou est aussi sur Patreon, voilà. Donc c'est un nom que je ne connaissais pas, mais voilà, Gritterlou, le grand loup. Et en plus, je crois qu'il est canadien, parce que je crois qu'il est canadien ou un truc comme ça. Voilà, parce que sur Patreon, il a suivi une voix sur Patreon qui n'est pas la voix classique. Donc merci à toi Glitterloo. Voilà, je t'ai même repéré sur Patreon. Donc voilà. Passanius a renouvelé son abonnement, donc c'était il y a 1 heure. Donc lui, c'est au début de ce live. Donc merci Passanius, comme toujours. Mais Passanius fait partie des piliers avec Alt F4, avec... Il y a Misama qui est là sous le temps, il y en a plein, il y a Shadow qui est là aussi. Il faudrait que je fasse la liste des piliers. Il y a Artalis par exemple, il y a aussi, faut pas l'oublier, comment il s'appelle, Paisible, j'oublie Paisible. Steph Moore m'a suivi, j'arrête de dire nous parce que j'ai l'impression d'être un duc, vous savez, le nous ducal qui parle de, genre je parle de moi en disant nous. Donc Steph Moore vous a suivi, on va dire vous, je vous lance la pierre. Donc Steph Moore a suivi la chaîne. Ouais, il y a 50 minutes. Voilà, merci Steph Moore. Artalis encore est de retour, a renouvelé son abonnement. Donc merci Artalis. Et Gritterloo il y a 3 minutes après un abonnement. Bah dis non, c'est le jour de Gritterloo. Donc le grand méchant loup, hein, le grand loup. Gritterloo. Gritterloo est l'antagoniste du jour. Voilà. Donc merci à toi Gritterloo. Voilà, donc Gritterloo est là, il est parmi nous manifestement. Voilà, donc c'est quelqu'un qui... c'est un Daft Punk manifestement. Il reste dans l'ombre, c'est bien. Voilà, je reviens à ma place. Et je vous lis la petite phrase du jour. Et on se quitte. C'est bien, c'était ni trop long, ni trop court. Hein, on est d'accord, hein, c'était 1 heure, c'est bien en fait. Voilà, je raconte moins de bêtises. Du coup, je ne serai pas obligé d'invalider cette vidéo. Ah, parce que quand je raconte des bêtises, hein, les vidéos, je les supprime. Hein. Donc là, celle-là, je la laisserai, c'est cool. Les gens qui ont... Elle fait 1 heure, mais du coup, les gens qui n'ont pas pu la voir pourront la... Je sais plus comment on dit, pourront la revoir. Je sais pas si on parle de retransmission, enfin, il y a un terme comme ça, qui est pas très juste d'ailleurs. Elle sera disponible sur ma chaîne Twitch. Alors, je prends mes petits dés. Je vous raconte tout ce que je fais, comme ça, il n'y a pas de silence. Je lance mes petits dés. Et j'ai 541. Alors je m'octroie le droit, c'est un peu comme le Death Note, il y a des nouvelles règles qui popent de temps en temps. Je m'octroie le droit, si jamais j'ai l'impression d'avoir lu une phrase récemment, du coup de relancer les deux. Parce que je me dis, il va bien arriver un moment où je vais relire une phrase déjà lue. Et si jamais vous me signalez que j'ai déjà lu cette phrase il n'y a pas longtemps, pareil, vous avez le droit de me le dire. Donc, phrase 541. Donc je vous rappelle que la phrase provient d'un livre que je viens d'ouvrir hein, sous mes yeux, qui s'appelle Pensée laconique, et qui est trouvable sur Amazon, où c'est un livre où il y a plein de phrases. La vérité qui se cache dans la fiction est la mieux accueillie, car elle ne dévoile pas clairement sa nature. Je vous la relis mieux. La vérité qui se cache dans la fiction est la mieux accueillie, car elle ne dévoile pas clairement sa nature. Voilà. Et oui, parce que quand une vérité porte l'étiquette de vérité, ben on se méfie. Parce qu'une vérité qui se dit vérité, ça peut être une vérité qui tente de vous séduire, qui tente de passer pour une vérité, ce qu'elle n'est pas forcément. Alors que la fiction, c'est une vérité cachée dans la fiction, donc c'est une vérité qui ne s'annonce pas. Donc elle a plus de chances d'être vraie. Voilà. Combien de fois on a regardé un film ou une série et on s'est dit ah ouais, ce qu'ils disent là c'est vrai, c'est pas con. Ça fait réfléchir. Ouais. Donc souvent la fiction est un véhicule plus efficace pour porter la vérité. J'avais une autre phrase comme ça qui disait alors attendez, j'essaie d'abord je la mets en ordre dans ma tête. C'est dommage que je la retrouve pas là, comme ça j'aurais bien aimé vous la lire, mais c'est en gros ça disait que le mensonge, que pour mentir, c'est ça. En gros, pour mentir il faut faire de la politique. Pour dire la vérité, il faut faire de l'humour. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Dans mon souvenir, c'est à peu près ça. C'est que pour mentir, il faut faire de la politique. Et pour dire la vérité, il faut faire de l'humour. Voilà. L'humour passe que si c'est sous couvert d'humour. Enfin, pardon, la vérité passe que si c'est sous couvert d'humour.
Le mensonge ressemble à de la vérité quand c'est les politiciens qui le portent. Voilà. Les politiciens mentent de longue. Je dis pas qu'ils mentent tout le temps. Hein. Il y en a des biens, il y en a des biens. Voilà. Donc je dis pas qu'il n'y en a pas des biens, je dis pas qu'il n'y en a pas qui disent la vérité. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que basiquement, mathématiquement, il y en a quand même beaucoup plus qui mentent et qui manipulent. Et donc en général, quand un politicien semble dire quelque chose de vrai, en vérité, il dit quelque chose qui sert ses intérêts. Et c'est son rôle, hein. C'est un politicien, hein. C'est pas un philosophe, c'est pas un penseur. Hein. C'est, il est là pour manipuler le monde et pour gagner plus d'argent à la fin du mois en le manipulant. Et c'est son job, hein, hélas. Voilà. Même si vous allez me dire, mais c'est pas le job à la base des politiciens de faire de l'argent. Bah non. Bah, mais si c'est pas leur job, alors pourquoi on les paye? On devrait réviser les salaires. On va venir là-dessus. On va finir sur... vous savez, on dit toujours, ouais, mais on pointe du doigt les problèmes, mais on donne jamais de solution. Moi, là, je donne une solution. Il faut réduire drastiquement les salaires des politiciens. Il faut les payer un SMIC. Les politiciens devraient payer, allez, un peu plus du SMIC, pour être gentil. Voilà, on diminue drastiquement les salaires des hommes politiques. Et quand les politiciens passent à l'écran, c'est-à-dire quand ils sont filmés, ça, ce sera une loi, ça, c'est obligatoire. Au-dessus de leur tête, on fait apparaître un chiffre. Et le chiffre, c'est ce qu'ils gagnent à l'année. Voilà. Comme ça, ceux qui ont d'autres rentes, c'est-à-dire ceux qui touchent de l'argent au-delà de la paye de l'État, ceux qui sont fortunés, il y a le chiffre. Du coup, quand vous avez Poutou avec son petit salaire qui s'affiche, et en face, vous avez, je sais pas moi, Emmanuel Macron, Mélenchon, j'en sais rien, Marine Le Pen, voilà. J'aimerais qu'on voit les différences. Ça changerait beaucoup de choses de voir à l'année ce que les individus qui s'adressent à nous gagnent. Parce que par rapport à ce qu'ils disent en plus, ça serait très intéressant. Voilà. Il y a Obsocidaire qui dit s'ils ont un haut salaire, c'est pour être moins corrompus, j'imagine. Bah, le problème, c'est que c'est le salaire qui les corrompt. Donc ils sont corrompus. Parce que s'ils font de la politique, c'est pour ce salaire. C'est-à-dire qu'ils font pas de la politique pour sauver le monde. Ils font de la politique, ils font de la politique pour gagner de l'argent. Donc le principe de verser un grand salaire à un politicien, ce principe-là est caduque. Il ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a ce principe-là, ça ne va attirer que des gens avides. Ça n'attire que les rapaces, en fait. Et du coup, en politique, on n'a que des rapaces. Parce que les mecs font de la politique pour l'argent. Donc si on donne des petits salaires, du coup, logiquement, on devrait avoir des gens qui sont davantage versés dans la politique, c'est-à-dire des gens qui sont de vrais politiciens, pas des hommes d'affaires, parce qu'aujourd'hui c'est plus des politiciens, c'est des businessmen. Voilà. Donc ça serait intéressant, bah voilà. On dit toujours, oui, tu critiques, tu proposes pas, bah moi je propose. Je propose 2 mesures. Réduction des salaires, moi j'en ai même 3, ça fait des années que je propose celle-là, 3e. Réduction des salaires des politiciens, obligation d'afficher quand ils parlent, c'est-à-dire que le politicien, il y a son nom et son chiffre, vous voyez, comme sur internet ou comme dans les jeux vidéo, comme quand on fait du multi, vous savez, le mec s'appelle Robert 323. Et ben, ça serait Manuel 2 626. Voilà, Manuel Macron 2 626. C'est-à-dire qu'à la suite de leur, comme dans le jeu, comme sur internet, à la suite de leur nom, il y a le chiffre de ce qu'ils gagnent à l'année. Voilà, ça me plairait beaucoup. Et ça permettrait de savoir à qui on a affaire. Marine Le Pen, je pense qu'il y a des gens qui seraient choqués. Parce que c'est une héritière. Donc elle a de la thune, elle a plus savoir qu'en faire. Voilà. Et ça parlait beaucoup plus que ce qu'elle dit, parce qu'elle dit des choses, Marine Le Pen, mais elle y croit pas. Par contre, sa thune, si elle pouvait ne plus la cacher, ça parlait beaucoup plus d'elle. Ça me plairait, ça. Et enfin, 3e, alors ça, voilà, ça là, on est dans l'utopie. Hein. 3e, et après je vous quitte. Hein. 3e chose pour 3e volonté pour changer le monde, le plafond des salaires. C'est-à-dire qu'un humain dans le monde, dans tous les pays, n'a pas le droit de cumuler trop d'argent. C'est-à-dire qu'un humain, s'il a trop d'argent, l'argent il doit le reverser dans l'industrie, dans le pays. On met un plafond. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne trop, bah, l'excédent part je sais pas, dans le pays qu'il exploite. Mais tant que, je sais pas moi, il vit en France, ben, c'est un peu comme des impôts. Donc il faut un plafond. C'est-à-dire qu'un humain ne peut pas avoir trop d'argent. Parce que l'argent rend fou quand on en a trop. Eh bien il faut limiter ça. C'est médical, vous voyez. C'est une mesure médicale. C'est-à-dire qu'un humain ne peut pas avoir trop d'argent. Voilà, donc on met un plafond. Il n'y a pas de problème, hein, il peut y avoir des gens plus riches que d'autres. Hein. Je dis pas que tout le monde doit être à égalité. Mais je dis que ceux qui ont trop d'argent, bah, du coup, en fait, on ne pourrait plus avoir trop d'argent. On pourrait avoir de l'argent, ou ne pas en avoir assez. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir assez d'argent, et on peut avoir de l'argent, mais on ne peut pas avoir trop d'argent. Et aujourd'hui, hélas, il y a trop de monde qui ont trop d'argent.
Voilà, c'est mes mesures. On dit oui, oui, critique, il change rien. Bah moi je propose. Et j'y crois. J'y crois vraiment, ces trois-là. C'est des mesures sérieuses. Après, évidemment, il faudrait les mettre en place avec des gens qui s'y connaissent, voilà, des gens qui pourraient appliquer le truc intelligemment. Moi, je balance ça comme ça. Voilà. Bref, je vous souhaite aussi d'être meilleur. Portez-vous bien, soyez sages. Lisez des livres. C'est bien, il faut lire des livres. C'est intéressant, les livres. Voilà. Et à très bientôt. Bye bye tout le monde.